Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors, nous l'avons reçu il y a quelques minutes sur ce plateau, Yuri Chassin, qui claque la porte du caucus. Je vous le fais entendre, parlant d'une république, d'un gouvernement qui a adopté le statu quo, dit-il. On écoute M. Legault, puis on revient. Puis j'ai tout essayé à l'interne. Dans le parti, auprès des cabinets, auprès des ministres, puis hier soir auprès du premier ministre, j'ai tout essayé pour ramener l'agenda caquiste. J'ai pas réussi, puis ma conclusion, c'est que là, on arrive à la mi-mandat, là. On entend le tic-tac, là. Mais si je peux pas regarder les électeurs de Saint-Jérôme dans les yeux, puis leur dire que le gouvernement fait actuellement les bons choix pour le Québec, bien, il est temps que je parte. Là, on parle des endroits où il y a peut-être des petits différends, je dirais même sur l'apparence plus que sur le fond, parce que moi, je veux que ça change en santé, je veux retrouver l'équilibre budgétaire, mais sur la majorité des dossiers, je pense que les députés sont à la même place que moi. Alors, premier tour de table, on écoutera l'opposition puis ses collègues après, mais d'abord, premier tour de table. Et Hélène, vos réactions ce matin. Bien, il faut se rappeler que la compatibilité de Yuri Chassin avec la CAQ n'était pas d'emblée évidente. Il y arrive de l'Institut économique de Montréal, un think tank quand même assez à droite, d'où vient par exemple Maxime Bernier. Il était critique par exemple du réseau des CPE, alors que la CAQ voulait le bonifier. Il était critique, il doutait que l'État puisse toujours incarner le bien commun, alors que la CAQ promettait de réinvestir dans les services publics. Mais il y avait aussi des points de contact, des points de convergence. Yuri Chassin préconisait une sorte de, ce que je pourrais appeler d'austérité bureaucratique. Et là-dessus, la CAQ était d'accord. Rappelez-vous qu'en 2014, elle promettait de couper 20 000 postes de fonctionnaires. En 2018, elle a revu ça à 5 000. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? On a augmenté la taille de la fonction publique, plus ou moins 11 000 fonctionnaires de plus, une hausse de 10 %. Et ça, c'est sans compter le système d'éducation et le système de la santé. Alors, c'est cette désillusion de M. Chassin, je pense, sur cette question bureaucratique là, qui s'exprime aujourd'hui. Et je pousserais même l'analyse en disant que la montée relative, mais quand même la montée du Parti conservateur d'Éric Duhaime, je pense, s'explique par ce même genre de désillusion. C'était des gens plus à droite qui espéraient que la CAQ allait faire le ménage. Elle ne l'a pas fait et c'est pour ça qu'ils l'ont quitté. Oui, voilà. Michel. D'abord, je pense que M. Chassin est vraiment sincère là, dans ses remarques et je ne pense pas un seul instant que c'est la frustration de ne pas avoir été appelé au Conseil des ministres qui l'a motivé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il a aussi été un peu naïf au départ. La plateforme de la CAQ en 2018 était effectivement dans le sens d'un désengagement de l'État, mais il était évident quand on la lisait que la réalité allait rattraper M. Legault et que tout ce qui était écrit là-dessus là, et la suite des choses l'a démontré ne pouvait pas être réalisé. Et ça, je pense que M. Chassin aurait dû le savoir ou s'en douter à tout le moins. Et lui, c'est l'idéologue là, du caucus, disons, l'idéologue du caucus caquiste. Il voulait, lui, vraiment là, une grande privatisation dans la santé. Il voulait privatiser la SAQ. Il voulait privatiser une partie d'Hydro-Québec. Les ressources, le pétrole, le gaz. Tout ça. Alors tout ça, là, c'était vraiment naïf de penser que M. Legault, qui n'est pas un idéologue, lui, quoi que je me souviens quand il était dans l'opposition, les gens disaient ça va être épouvantable si la CAQ arrive, il va démanteler l'État. On le sait, c'est pas ça qui est arrivé. Il a augmenté les dépenses substantiellement. Son discours d'austérité ne pouvait pas tenir la route. Chantal. Oui, je suis d'accord avec la définition d'idéologue, mais un idéologue dans un parti qui épousait pas son idéologie. Ça, c'était évident, même le premier jour où il s'est présenté pour la CAQ. Et je suis d'accord avec Michel, il y avait de la naïveté là-dedans, c'est-à-dire qu'il a choisi de voir ce qui correspondait à ses idées en faisant abstraction d'un gros morceau qui n'y correspondait pas. Je ne suis pas convaincu non plus que
le vote conservateur après la pandémie est totalement relié à une déception sur le côté centrisme de la CAQ. Ce serait faire abstraction de tout le débat sur les mesures sanitaires, la pandémie et le fait que le Parti conservateur, depuis la fin de la pandémie, n'est pas en montée au Québec. C'est plutôt le contraire. Il y a une certaine obscurité qui entoure ce parti-là. Je me demande aussi, quand M. Chassin dit « je ne peux pas regarder les électeurs de Saint-Jérôme dans les yeux si je ne crois pas à ce qu'on fait ou si je pense qu'on ne remplit pas nos engagements », je me demande s'il y avait une partielle dans Saint-Jérôme ou si le Parti conservateur, qui a des idées qui se rapprochent plus des siennes, ferait mieux que la marge des résultats. D'ailleurs, je précise, il se rend à la fin de son mandat, mais comme indépendant, pas question d'aller au Parti conservateur tout de suite, mais là, il n'est pas rendu à 2026. Il dit, je vais finir la journée, si vous avez entendu. Alors, on verra, mais ce qu'il croit être nécessaire, ça correspond beaucoup plus au programme du Parti conservateur que du programme de la CAQ. On va écouter ses collègues, parce que l'autre question qui se pose, au-delà de ses raisons, puis de lui, puis c'est est-ce que ça a un effet quand même, parce que c'est le quatrième, quel effet pour la suite des choses? On va écouter ses collègues. Mais pour ce qui est des finances publiques, c'est gérable, la situation est sous contrôle. Maintenant, ce sont des temps difficiles. On doit faire un examen des dépenses et s'assurer que chaque dollar est optimisé et maximisé. Je ne lâcherai pas, je vais aller jusqu'au bout. Tout départ de député n'est pas un bon signe pour le gouvernement. C'est un coup dur pour vous? C'est jamais plaisant, c'est certain. Comment êtes-vous d'accord? On continue notre travail. Comme disait M. Chassin tantôt, c'est qu'il y a peut-être un recentrage des fois sur certains enjeux, pas tous, mais sur certains enjeux. On ne sait pas qui a applaudi, mais M. Dufour a dû applaudir un peu, puis on ne le sait pas, c'est caucus, puis il riait un peu tout à l'heure en disant « je ne peux pas vous le dire combien on a eu exactement » quand il a fait son plaidoyer devant ses collègues. Mais pour ses collègues, c'est jamais une bonne nouvelle, Michel David, que quand quelqu'un quitte comme ça en milieu de mandat, là. Non, évidemment que ce n'est pas une bonne nouvelle, même si M. Chassin n'était pas un poids lourd, disons, de la CAQ. C'est une mauvaise nouvelle, mais ceci étant dit, tous les députés, là, même ceux qui l'ont applaudi, ne sont pas des idéologues comme M. Chassin peut l'être. Vous savez, si les sondages étaient bons, là, ça ne les dérangerait pas du tout, là, ce qui se passe. Ça les dérangerait dans la mesure où leurs électeurs se plaignent de la mauvaise qualité des services. Mais eux, ils sont arrivés là pas pour démanteler l'État. Ils se sont fait élire pour diverses raisons. Et si l'avenir était reluisant, il ne se poserait pas beaucoup de questions. Mais Chantal, ça ressouligne par quelqu'un de l'intérieur que, vous allez me dire, c'est peut-être une évidence, mais que les services à la population, isolons la santé, c'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'on investit comme société là-dedans. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, j'ai écouté votre entrevue avec M. Chassin, j'en ai écouté une autre. Je n'ai pas entendu de choses qui me permettaient de croire qu'on arriverait à des solutions miraculeuses. L'idée que les écoles soient plus autonomes pour engager les enseignants, peut-être, mais je ne suis pas convaincue que la qualité des écoles repose sur ce problème-là, puisqu'on a une pénurie de main-d'œuvre en enseignement. On a des problèmes d'infrastructure dans les écoles. Je ne suis pas convaincue que de dire à une école, vous allez choisir des enseignants à l'avenir, ça va faire apparaître des enseignants tout à coup ou ça va réparer les murs et les fuites dans le toit de la bâtisse. Hélène, et c'est le premier ministre qui l'a révélé, il y a une de ces solutions, parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de solutions concrètes. Là, que vous feriez quoi, vous, exactement? Vous étiez à la place du gouvernement, mais une des choses qu'il ferait, c'est de mettre les syndicats au pas, là, de les obliger à ouvrir leurs livres. M. Harper avait voulu faire ça, ça avait été défait par M. Trudeau. Ça, c'est quelque chose à l'Institut économique de Montréal, d'ailleurs, qui est depuis longtemps un élément là, qui gravite autour d'eux. Hélène? Je l'ai trouvé très pudique dans chacune des entrevues qu'il a accordées aujourd'hui et je trouve révélateur que le seul élément très concret dont il a parlé, ce soit ces syndicats-là. Il parle de transparence, mais je pense que ce qu'il veut dire aussi, c'est tout ce
qu'il ne dit pas, mais qui est derrière, je pense qu'il y a une espèce de volonté de vouloir casser les syndicats. Souvent, dans son passé, il a expliqué qu'il n'était pas contre les services publics, mais qu'il estimait que c'était peut-être un dogme que de toujours vouloir livrer de manière publique les services. Et quand il parle des écoles, qu'ils deviennent plus autonomes, en disant on devrait que chaque école puisse embaucher ses propres enseignants, encore une fois, ce que j'entends, moi, c'est qu'il faudrait que ce soit peut-être des syndicats locaux, donc encore là, casser le monopole syndical pour les affaiblir. Ce qui me frappe, c'est justement cette pudeur à vouloir expliquer ce qu'il a en tête. Et je pense que c'est propre à la droite, on le voit beaucoup, ces idées que des gens défendent. Ils les défendent pas, justement. Ils en ont peur, ils sont timides, ils ont peur de se faire critiquer. Et donc, ils parlent par le mot codé. Finalement, on ne comprend rien. Donc, il n'y a pas de pédagogie qui se fait. Très bien. Oui, c'est juste ça. D'ailleurs, je lui ai dit 2-3 fois, vous avez le droit d'être à droite, là, plaider, là, vous avez le droit, mais c'est comme si il ne veut pas le dire en le disant. OK, réglé. Bien, réglé. Oui, Chantal. Oui, en passant, le dernier parti qui a tenté de briser les syndicats, le Parti conservateur de M. Harper, vous avez sans doute remarqué que c'est un des plus grands virages de Pierre Poilievre par rapport à Stephen Harper. La cour assidue, étonnante parfois, que le Parti conservateur de Pierre Poilievre fait aux syndicats et aux syndiqués. Alors, je pense que là-dessus, M. Chassaing ne trouverait même pas son compte dans le parti de Pierre Poilievre. Très bien. Alors, le maire de Québec. Hier, c'était les maires de la Couronne-Nord qui sont allés à Québec pour rencontrer la ministre des Transports. Ils n'ont pas pu la rencontrer. Apparemment, il y a une rencontre qui a été prévue aujourd'hui. Eux disent qu'il faut organiser mieux le transport. Nos sociétés de transport, ça ne fonctionne pas. Les déplacements est-ouest dans la grande banlieue nord de Montréal. Là, le maire Marchand, lui, il dit il faut mettre, je vais vous montrer un tableau, il faut mettre une taxe sur l'essence, comme ça existe dans la région de Montréal, pour financer le transport en commun. Réponse non, avant même qu'il en ait parlé. Ça, c'est la taxe. Actuellement, à Montréal, elle est de 3 cents le litre. Gaspésie, 1 cent le litre. Demande de Québec, 3 cents, refusée par le gouvernement. On écoute donc comment ça s'est passé. Ministre Julien, d'abord. C'est trop? Est-ce que c'est exagéré? Alors, c'est pas moi qui peux faire l'analyse, mais certainement que c'est une vingtaine de millions de dollars supplémentaires de taxation sur les citoyens de Québec. Ce sera au maire Marchand de démontrer qu'il ne pouvait pas faire autrement. Le gouvernement vous met les bâtons dans les roues en coulant particulièrement cette information le jour de la taxe sur les matriculations. C'est voulu, c'est souhaité, c'est pour me mettre des bâtons dans les roues, c'est clair. On devait savoir si le gouvernement allait nous dire oui ou non, parce qu'on doit demander la permission à papa. Papa nous dit « je le ferai pas ». Alors, comme municipalité, on est mal pris. J'ai pas d'argent pour toi, mais je le ferai pas. Donc, je reviens au point de départ. La CMM a fait la même chose. Ils ont pris des décisions. C'est un pouvoir qui relève des municipalités. Donc, moi, je n'ai pas à m'en mêler. C'est une décision de M. Marchand. OK. Essayons de démêler tout ça, Michel David. Bon, tous courent après la même chose, c'est-à-dire du financement prévisible pour le transport en commun, entre autres. Et là, M. Marchand, là, les gants sont jetés avec le gouvernement. Je pense qu'il ne sera pas invité à beaucoup de réunions en privé en ce moment. Michel. Non. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, pour ce qui est de la taxe sur l'essence, pourquoi à Montréal c'est permis et pourquoi à Québec ça ne le serait pas? Il est difficile de ne pas penser que les intérêts ou les espoirs électoraux de la CAQ sont pas mal plus élevés à Québec qu'à Montréal. Alors, indirectement, s'il autorisait la Ville à percevoir une taxe de 3 % sur l'essence, il écoperait lui aussi sur le plan électoral. Maintenant, il faut voir que l'immatriculation... ça, c'est l'autre moyen. L'autre moyen. Là, M. Marchand prend un peu la ministre des Transports au mot, qui a dit « trouvez-en des autres sources de financement ». Alors, il dit « bien voilà, là, on en trouve une. » là. Ce qui, en passant, va amener quand même le niveau de la taxe sur l'immatriculation à Québec seulement la moitié de ce qu'elle est à Montréal au 1er janvier 2025. Alors là, c'est tout le débat sur le financement du transport collectif qui a commencé l'an dernier. On le sait, il y a eu une espèce d'arrangement qui ne satisfaisait pas vraiment les villes, mais le problème se repose encore. Le produit de la taxe sur l'immatriculation, je pense que c'est 18,5 % qui est escompté. Ça ne couvrira pas là, le déficit de la Société de transport à Québec.
Alors, à suivre, mais il est clair que là, il y a une guerre presque personnelle qui s'est développée, mais qui maintenant éclate au grand jour entre le gouvernement Legault et le maire Marchand. Chantal. Oui, et qui ne va pas s'arranger parce que, effectivement, il y a un intérêt politique de la CAQ à ne pas porter le chapeau des augmentations. Quitte à laisser les maires qui passent par là se retrouver au bout de la branche à porter l'odieux d'avoir augmenté des immatriculations. Mais quand on compare, effectivement, les coûts d'immatriculation de Montréal ou de Québec, c'est quand même la même province. Le niveau de revenus se ressemble. L'écart est quand même relativement conséquent. Alors, on ne peut pas vraiment voir le problème. Bien, à part de dire, ici, on a beaucoup de sièges, puis on ne veut pas les perdre, et on a peur de les perdre, tandis qu'à Montréal, on n'en a pas vraiment, alors on n'a rien à perdre. Oui, Hélène, personne ne veut avoir le dû de monter quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut financer le transport ou pas, là. Hélène. Oui. Bruno Marchand est à la CAQ ce que les maires woke sont à Pierre Poilievre, c'est-à-dire un extraordinaire repoussoir. Je pense que la CAQ s'en sert. Michel disait tout à l'heure, ils ne veulent pas qu'il augmente la taxe sur l'essence parce que la CAQ pourrait, elle aussi, en pâtir électoralement parlant dans la région de Québec. Mais moi, j'irais même plus loin. C'est en bloquant M. Marchand dans cette initiative, on se gagne peut-être du capital politique auprès d'une certaine clientèle qui n'est peut-être pas friande de M. Marchand, surtout en périphérie. Alors, il y a ça qui joue aussi. Puis moi, je ferais un lien avec Yuri Chassin qui vient de partir. Son départ pourrait peut-être alimenter une certaine colère conservatrice et donc ça vient peut-être neutraliser tout ça. Mais sur le fond, il faut comprendre que lorsqu'on finance le transport en commun, même quand on ne l'utilise pas, le transport, on en bénéficie parce que tous ceux qui, eux, vont prendre un autobus ou un futur tramway, ce sont autant de voitures en moins sur la route et donc on décongestionne pour ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur véhicule. Alors, tout le monde est gagnant, pas juste ceux qui l'utilisent. Oui, mais c'est frappant de voir quand même, et on est en 2024, comment tout ça est mal organisé encore, puis qu'il n'y a pas de ligne directrice, puis là, chacun se renvoie la balle. Michel, c'est comme si, il me semble que ça fait un bout là, qu'on parle de ça. Puis on va en parler encore pendant longtemps parce qu'il y a une quadrature du cercle là, qui est impossible à résoudre. Les transports en commun vont coûter de plus en plus cher et les ressources vont être de moins en moins là. Alors, c'est carrément une question, là aussi, je pourrais rejoindre Hélène en disant qu'il y a une question idéologique là-dedans. Fondamentalement, la CAQ ne croit pas beaucoup au transport en commun. Elle fait le minimum. Et en particulier à Québec, il y a une ministre qui elle-même se décrit comme une fille de banlieue et pour qui l'auto est le mode de vie qui devrait être pratiqué par tout le monde. Alors, c'est un débat qui dépasse Québec. C'est partout dans le monde. Là. Il y a la guerre entre le transport en commun et la voiture. Mais Québec, je trouve, est un microcosme particulièrement éclairant. Oui, et Chantal, ces tensions-là entre ces deux grandes tendances vont continuer. Oh, et en particulier dans la région de Québec, parce que c'est aussi le château fort des conservateurs fédéraux. Et M. Poilievre va encore plus loin que ce qu'on a entendu de la CAQ. S'il fait une équivalence entre le transport en commun serait les transports collectifs, financer ça, c'est faire la guerre à l'auto. Alors, il n'a pas fini, le maire de Québec, de se chercher des alliés. Oui, c'est plus dur pour lui. Hélène, Michel, Chantal, merci beaucoup. À très bientôt.